Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est une causerie et on reçoit Sydney. Salut Sydney. Salut Nicolas. Donc aujourd'hui Sydney, t'avais envie de nous parler de la multidimensionnalité, c'est ça? Ouais, pourquoi pas. Je me dis que c'est un sujet qui me touche beaucoup, qui est très présent dans ma vie. Et je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ce sujet, et d'a priori peut-être, ou c'est un mot déjà compliqué, qui est long, avec beaucoup de lettres, déjà il faut réussir à le prononcer. La multidimensionnalité. Ouais. Et puis t'as beaucoup de choses à partager, hein. Ça fait plusieurs jours on se côtoie, même dans les émissions, même avant. Et Sydney, il a un grand univers vraiment avec une expérience de vie qui est quand même hors du commun. Si t'as envie d'en parler, avec plaisir, mais en tout cas, chaque partage que j'ai eu avec toi, c'était quand même vraiment riche et waouh, ça monte à d'autres univers et c'est justement le but de la chaîne, montrer d'autres univers, d'autres façons de voir, d'autres expériences de vie aussi. Et puis voilà quoi. Oui, non, c'est vrai. Et déjà, j'aime beaucoup te connaître aussi en dehors. On passe des après-midi ensemble à papoter, à faire des causeries. Voilà, on fait nous-mêmes déjà des causeries. Aller sauter dans l'eau, dans les bonnes rivières audoises. C'est vrai qu'on se voit dans les rivières à chaque fois. Dans les rivières, c'est vrai. Ouais. Dans l'eau. Dans l'eau froide. Dans l'eau froide. Que tu adores. J'adore me baigner dans l'eau froide. Tu pourras revenir en hiver. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Faire des bains d'eau glacée. Ouh. C'est ça. Et voilà, et du coup, c'est vrai que voilà, ce mot est un petit peu compliqué. Et il y a beaucoup d'idées reçues. C'est-à-dire, c'est un peu comme le mot quantique. C'est des mots qui sont devenus des termes génériques dans lesquels tout le monde y plaque un petit peu ce qu'il veut. Et je pense que c'est intéressant d'en parler de manière détendue, hein, comme le principe des causeries. Oui. Mais en même temps, de redéfinir un petit peu ce que c'est et de comprendre en quoi c'est important, aussi pour notre vie 3D, si je peux dire, d'appréhender ces concepts. Voilà. Ça oui. Et du coup, toi, comment tu le vois? Comment tu l'appréhendes? C'est quoi ton approche par rapport à cette multidimensionnalité, par exemple? Si tu devais faire le pont avec, je sais pas, une expérience terrestre, comment tu le vis au quotidien, par exemple? Comment ça se passe pour toi? On pourrait l'imaginer comme un iceberg, où finalement le haut de l'iceberg ce serait la 3D, l'expérience terrestre, et tout ce qui est sous l'eau serait la multidimensionnalité. Et oui, toute la partie un peu aussi qu'on n'a pas forcément accès aux consciences avec notre côté humain, du moins Voilà. la plupart du temps. Et ce qui est compliqué par rapport à ce thème, c'est que nos appareils scientifiques de mesure ne peuvent pas mesurer. Et donc on arrive aux limites de la science qui malheureusement réfute tout ce qui est extérieur à elle. Et pour moi ça c'est déjà la première limite de la science, c'est-à-dire que la science c'est valable mais à ses limites. Et en fait pour moi une approche holistique des choses serait de considérer qu'il y a plein de domaines qui peuvent fonctionner. Par exemple, si on prend cette idée en mathématiques que 1 plus 1 égale 2, ce n'est valable qu'en sciences. Et encore, ça dépend des formes de mathématiques. Par exemple, si on prend en théologie, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Si on prend en économie, 1 plus 1 égale 3. Deux entreprises qui fusionnent font une troisième entité bien plus puissante que les deux précédentes. Et oui. Voilà. Donc il y a plein de façons de faire 1 plus 1. Mais la science va te dire non, 1 plus 1 égale 2. Ah oui, ça reste très matériel. J'ai un bout de bois, je rajoute un autre bout de bois, au final j'en ai deux. Voilà. Alors qu'effectivement, moi, par exemple, en énergétique, une personne, un champ énergétique plus un autre, crée un troisième champ d'une certaine façon. Oui. On l'avait vu par rapport à ton bracelet, par rapport à tout ça. Et donc en fait, le champ en commun de deux personnes fait une somme supérieure aux deux séparés. C'est ça, ouais. Et ça, la science ne peut pas l'admettre. Et pour moi, c'est ça le principe, c'est d'avoir une approche multidimensionnelle des choses. C'est aussi accepter d'avoir plusieurs réponses qui vont se contredire et d'être OK avec ça. C'est-à-dire que c'est un peu le 1 et le 0. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le 1, le 0, on voit bien que c'est séparé. Mais en physique quantique, tu as le 1 et 0 en même temps. Donc tu as la possibilité d'avoir soit 1, soit 0, soit 1 et 0, soit aucun des deux, soit 1, 1, soit 0, 0. Et tout ça est vrai. Et oui. Et si on perçoit le monde ainsi, déjà on vit mieux son quotidien. C'est-à-dire que si dans une discussion j'accepte que j'ai raison
tu as raison. On a tous les deux raison. Et aucun de nous deux n'a raison. Et on a tous les deux tort. Et bien déjà, on peut commencer à discuter ensemble. Oui, oui, oui. Tandis que si c'est un débat d'idées où chacun essaie d'avoir raison... Ça se confronte, où voilà. il y a des relations de pouvoir, du coup. Voilà. Il n'y a pas vraiment de relations d'égalité où tu peux dialoguer, partager. Là, c'est de la 2D. Et oui. Là, c'est de la 2D, c'est-à-dire c'est binaire. Soit c'est gauche-droite, c'est une ligne. C'est soit un point A, soit un point B. Et c'est ça, finalement, commencer à avoir des rapports multidimensionnels, des façons de penser multidimensionnelles, c'est aussi intégrer plusieurs champs d'expérience, plusieurs domaines d'activité, par exemple. Essayer de me dépeindre une couleur avec une note de musique. Ça, c'est de la multidimensionnalité. Quelle note de musique? Ça va être le bleu. Alors, tu as bien sûr l'idée de l'arc-en-ciel, qui peut être lié au do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc ça, déjà, en avance. Mais tu vois, par exemple, tu peux dire, bon, ben voilà, il y a une correspondance entre les chakras, les notes de musique, les couleurs, et plein d'autres choses. Les 7 jours de la semaine. Tu vois, et donc, par exemple, sur le chiffre 7, tu vas commencer à comprendre la multidimensionnalité du chiffre 7. Donc, il est présent dans plein de choses. Voilà, le 7 se retrouve partout. Par exemple, les chiffres sont multidimensionnels. Le 1 a une symbolique, la monade. Qu'est-ce que c'est le 1? Le 2, le 3 jusqu'au 9. Donc, tous ces chiffres sont déjà en eux-mêmes des univers entiers. Et ça, c'est une approche qui peut nous servir dans notre quotidien, dans notre appréhension du monde invisible, du monde visible, de notre rapport aux autres. Et j'accepte en fait de plus en plus dans ce que je fais, dans mon travail, les contradictions. Ça, tu en vis un bel exemple, parce que tu as une chaîne YouTube, Vibration Nouvelle Terre, sur laquelle tu reçois de nombreux intervenants, dont je suis passé, et chose qui est très intéressante, c'est que là, c'est vraiment appliqué. Tu as différents types d'intervenants, différents types de points de vue, des points de vue avec lesquels tu peux être d'accord ou non, mais à chaque fois, il y a quand même cet espace. Il n'y a pas « Ah, on ne pense pas comme toi, donc non, on ne va pas pouvoir discuter, dialoguer, voire même partager. » Et ça, tu l'incarnes vraiment, et je pense que c'est, à mon sens, exemplaire dans notre société, où c'est « Ah oui, non, si tu ne penses pas comme moi, tu es contre moi », c'est une pensée très binaire, alors que là, c'est un autre type d'intelligence. Oui, voilà, c'est-à-dire que déjà c'est une forme d'intelligence, c'est-à-dire que moi je me considère un peu comme neuroatypique, donc il y a vraiment cette idée de pouvoir intégrer et un peu multipotentiel, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment l'idée d'être très curieux, de fouiller partout, tout le temps. Mais il y a vraiment cette idée, par exemple, pour l'événement qu'on va créer fin septembre ensemble. Et oui, c'est toi qui le crée, oui, moi voilà. Je suis intervenant. Voilà, c'est ça. C'est toi l'organe. Exactement. Et sur les 8 intervenants, il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Et oui. Et je trouve ça génial de proposer aux participants de cet événement de nourrir leur conscience, leur âme, de réponses opposées. Parce que pour moi, là, on commence à faire le chemin. C'est-à-dire que pour quelque chose qui soit vrai, il faut qu'il soit vrai et faux à la fois. Si c'est que vrai, c'est que c'est faux. Ah, c'est intéressant ça. Et oui, c'est-à-dire que, voilà, la question de Dieu. On ne peut pas démontrer que Dieu n'existe pas. On ne peut pas démontrer qu'il existe. Si quelqu'un dit qu'il existe, il se trompe. Si quelqu'un dit qu'il n'existe pas, il se trompe. Et là, on commence à débattre. Oui. Mais si quelqu'un dit qu'il existe, il se trompe. C'est très puissant. C'est-à-dire... Oui, ça... Et oui, parce que finalement... alors, on va pas parler de Dieu, c'est pas le sujet, mais... En tout cas, on ne peut pas avoir de certitude sur cette question. Et je défie quiconque d'avoir une certitude. Voilà. Dans un sens comme dans l'autre. Et je crois que le monde qui nous entoure, c'est ça. C'est-à-dire qu'on assiste à des phénomènes, un peu comme en météo, il pleut, mais qu'est-ce qui a fait qu'il pleut? Et tu vas voir que la cause, elle est très loin du phénomène. Et pour moi, c'est ça le problème de la science, c'est qu'ils observent des phénomènes en tentant d'en découvrir les causes. C'est-à-dire qu'en partant du postulat, qu'en ajoutant un certain nombre de phénomènes, on peut soustraire la cause initiale. Alors que la cause initiale est dans d'autres dimensions. Et qu'elle n'est pas mesurable parce que les appareils de mesure ne sont capables de mesurer que ce qui est dans notre dimension. Et c'est tout l'enjeu de comment on avance au-delà de la science. Et je ne suis même pas dans le débat science-religion. C'est même plus ça, en fait. Parce que ça, c'est une opposition binaire. C'est comme... Pour moi, on peut mettre plein de choses. On peut mettre plein d'univers. Voilà. Et même dans l'idée de la multidimensionnalité, il y a ce qu'on peut percevoir. Par exemple, on en parlait hier dans La Rivière, l'univers des films. On parlait, par exemple, je sais pas moi, de l'univers de Tolkien, de Lucas, George Lucas, donc des Star Wars et tout.
Et tu t'aperçois qu'en fait, même là-dedans, il y a de la multidimensionnalité, et il y a des vérités intrinsèques. Et au final, ça nous permet peut-être de cartographier, parce qu'on est d'accord que tous les scénaristes et réalisateurs de ces projets sont aussi canal. Ils sont inspirés généralement. Ils sont inspirés. On va se demander s'ils recomposent pas peut-être un passé lointain Exactement. pour ramener des choses à la conscience des gens. Exactement. Et finalement, si on ajoute tous ces univers, est-ce qu'on peut en déduire les causes initiales de notre monde ou pas? Et il y a des vérités même dans les Pokémon. Tu vois, tu peux dire, bah, dans les Pokémon, Pikachu, il incarne quelque chose qui est peut-être une divinité super puissante, tu vois, et pourquoi pas le Seigneur des Anneaux, et puis tu rajoutes, voilà, n'importe quel univers a une part de vrai, parce que finalement, pour que ça nous touche autant, si ça touche des milliards de gens, c'est qu'il voilà, y a une essence profonde derrière. Il y a quelque chose qui reconnaît, quelque chose qui résonne. Que l'âme reconnaît. Mais quoi? Quoi exactement? Et c'est là où je ne m'aventurerai pas à définir ce que c'est. Et c'est finalement poser des questions, sans chercher à avoir les réponses, mais déjà se poser des questions, c'est avancer. Parce que si on a des certitudes, on ne se pose plus de questions. Et oui, on se croit arrivé finalement, c'est comme... ça fait penser aux paroles du Christ, malheur à vous qui êtes rassasiés. Ouais, et ouais, c'est ça. Et voilà, et pour moi, donc, c'est vraiment ce nouveau postulat que j'essaie d'adopter dans ma vie, de ne plus avoir de certitude, et en même temps, de ne pas être dans le néant, le vide. Et oui, trouver l'équilibre, en fait. Moi, j'entends une notion d'équilibre là-dedans. Oui, c'est-à-dire que il y a aussi, sinon, cette désespérance ou cet absolu. C'est-à-dire que, finalement, quand on avance dans la multidimensionnalité, on se dit, ben, pourquoi s'embêter avec les marches intermédiaires? Tout est source ou tout est néant. Et oui, c'est quand même très extrême, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on arrive à un moment. C'est au final ce que j'appelle le 1, 2, 3. Le 1, c'est on est au début du parcours et on tâtonne. On commence à appréhender des clés et ces clés nous donnent des premières certitudes. Mon guide m'a dit, les archanges, je sais pas moi, les cartes de tarot, le pendule. Et là, on a des premières approches. Et donc, ça nous donne des certitudes. Tiens, avec les tarots, j'arrive à lire l'avenir. Mon pendule a les réponses pour me guider. Ça, c'est le 1. Et au fur et à mesure, on avance et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et après, on arrive dans le 2, qui est, en fait, c'est le tout. Et on se dit, bah là, en fait, tout est source, donc tout ce qui n'est pas source, n'est pas source. Donc je l'annule. Donc finalement, je me mets dans le grand tout. Oui. Et je suis dans la totalité, et finalement, tout est source, donc j'ai suffi que je me connecte à la source, et tout le reste est annihilé, n'existe plus. Et le 3, c'est finalement de revenir au point de départ, mais depuis le point de vue de la source et plus depuis le point de vue de l'humain. Et de dire, bah finalement, un archange, c'est ok. Dans le 1, je disais, l'archange est vérité. Dans le 2, je dis, l'archange n'est pas source. Dans le 3, je dis, l'archange est une émanation de la source, qui est un intermédiaire entre la source et moi. Mais je le vois depuis la source, et plus depuis la limitation de l'humain. Et on peut voir comme une progression, moi j'ai l'impression quand je t'écoute, une progression spirale où justement tu Exactement. élargis ta conscience et tu inclus et tu comprends la place de chaque chose dans la création. En fait, tu grandis en conscience. Moi j'entends ça quand t'en parles. Oui, parce qu'après tu peux refaire le 1, 2, 3 encore en boucle, parce qu'en fait t'as raison, tu pars du cercle pour aller vers une spirale. Et en fait c'est là où on avance. C'est le petit point, le petit grain de sable qui fait que ce n'est pas un cercle. Et oui. Et que ça devient une spirale. Ça tourne pas en rond du coup. Bah oui. Bah oui. Par exemple, la Terre ne tourne pas en rond, même si elle tourne autour du Soleil. Oui, c'est une spirale déjà, mais tout avance tout le temps. En fait, par exemple, on va à 2 millions de km/h. Parce qu'en fait, tu as les mouvements de la Terre, du Soleil lui-même, de la galaxie, du groupement de galaxies, ça s'appelle un cluster, et ainsi de suite. De l'univers, du multivers. Et donc, tu t'aperçois qu'on va à une vitesse folle, tu vois, tout le temps. Et ça, c'est quand tu rajoutes voilà, des paramètres, mais... Donc en fait, on s'aperçoit qu'on repassera pratiquement jamais au même endroit. Si tu intègres le multivers dans tout ça, tu peux être sûr qu'on ne repassera jamais au même endroit, même si on tourne rond. C'est ça qui fait l'évolution, en fait. Et voilà, un petit peu ce que je voulais appréhender un petit peu en introduction de ce sujet. Et donc, c'est, pour moi, déjà, sortir de la certitude. Sortir de la certitude, et en même temps, ne pas être dans le tout ou le rien. Et c'est accepter les nuances, en fait, de tout ça. Et accepter de se poser des questions. Moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il y a se poser des questions.
Et les questions, elles permettent ce petit mouvement en spirale. Et oui, ça amène des... C'est comme si, moi j'ai l'impression que quand tu poses une question, c'est comme si tu jettes une petite lumière sur une zone sombre et tiens, ça c'est clair, et de petite lumière en petite lumière, bah, comme si au début tu es dans le brouillard, mais chaque question va te permettre d'éclairer. Et si tu poses pas la question, effectivement, si tu crois que oui, c'est comme ça, c'est pas autrement, en fait tu restes dans tes ténèbres. Même avec peut-être une forme de dogmatisme de oui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et à ce moment-là, on est très vite étriqué. Ben, c'est que ça crée de la division. Oui, en plus. Et la division, ça vient de diabole. Diabole, c'est diviser. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est les certitudes nous divisent. Alors que les questions nous rassemblent. Sauf si une question divise, et alors, c'est qu'il y a un problème. Si je te pose une question et que tu n'acceptes pas ma question, bah oui. c'est que tu es dans un dogme. Voilà. Et il faut avoir aussi, des fois, l'intelligence de dire je ne sais pas. Et oui, de reconnaître, en fait, là, on en revient à la notion d'humilité. Accepter qu'on ne sait pas, bah justement, on ouvre notre esprit pour savoir. Mais si on dit non, je sais, c'est comme ça, esprit fermé. Accepter qu'on ne sait pas, mais accepter de chercher aussi. Oui, et d'entendre les réponses. Voilà, d'entendre les réponses et pluriel, et de comprendre, voilà, c'est... Pour moi, c'est vraiment ça, c'est des vérités plurielles. C'est intéressant parce que ça, on peut vraiment le vérifier dans des groupes, par exemple. On parle parfois de sectes, mais les sectes, c'est quoi? C'est quand on pense tous pareil, on ne pose pas la question, on ne remet pas en question, on n'ouvre pas notre espace mental à autre chose que la programmation que l'on reçoit. On ne questionne plus le maître. On ne questionne. Et donc là, il y a un problème. C'est-à-dire que, entre guillemets, bah après ça, on peut discuter du rapport maître-disciple, ça c'est encore un autre sujet. Toi, tu as côtoyé des maîtres dans ta vie, autant oui. que je me souvienne, et oui. tu as une expérience, je veux dire, pas je sais un peu ce que c'est les maîtres, j'ai une idée. Non, toi, tu as baigné dedans, tu as expérimenté, tu as eu de nombreuses expériences. Je pense que ça peut être très riche, hein, tu en dises quelques mots, si tu veux bien. Oui, je veux bien, et justement, même au jour d'aujourd'hui, dans toutes les interviews que je fais, j'estime aussi encore continuer à côtoyer des maîtres. En tout cas, des personnes inspirantes pour moi. Et oui, qui te permettent d'évoluer, de grandir, de poser des questions aussi, des bonnes questions. Et pour moi, un maître, c'est la personne à qui je vais poser une question, et qui va se poser 5 minutes et me dire « Waouh, ta question me fait avancer. Et attends, je reviens, je vais méditer sur ta question. » Et après, tu peux confronter, pas confronter, mais voilà. Amener, tiens, les morceaux de puzzle. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, l'élève fait le maître. Et c'est pas l'inverse. Et après, j'essaie, moi, personnellement, d'en avoir plusieurs. C'est-à-dire que... Et de pas être dans une attitude ou une approche de dévot. Et encore que la dévotion, c'est intéressant. Ah, c'est... Oui. Parce qu'il y a la notion de l'abandon de soi au service. Et ça, c'est une expérience que j'incite à expérimenter. Moi, je l'ai fait un petit peu, mais j'aimerais le faire encore plus. Expérimenter, par exemple, 1 an de dévotion. Qu'est-ce que c'est? Donc, je m'abandonne totalement pour quelque chose qui me dépasse. Et on pourrait voir la notion de sacrifice, sauf que là-dedans, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la noblesse. Oui. Et c'est marrant parce que le mot dévot, il est très intéressant. Parce que dévot, c'est déjà... Parce que vœu, ça veut dire vœu. Donc, ça, c'est très intéressant. Tu as le mot vœu. Je fais le vœu, par exemple, comme quelqu'un qui rentre dans les ordres. Je fais un vœu. Le vœu de chasteté, le vœu de silence. Voilà. Mais le dévot, il y a le dé. Le dé, c'est la négation. C'est celui qui enlève son vœu. Et il y a un mot qui est encore plus fascinant, c'est la redévotion. Et là, on avance. C'est-à-dire que tu fais le vœu au début, un peu de manière crédule. Après, tu enlèves le vœu. Après, tu remets le vœu que tu as enlevé pour enfin être au service. Et la redévotion, ça, c'est magnifique. Et c'est un mot qui existe, qui est dans le dictionnaire. Quand tu vois le mot redévotion, t'es là, waouh, mais comment c'est possible? Intéressant. Ça me fait penser, tu sais, comme une mise à jour. Tu fais un vœu, Exactement. tu reviens en arrière, tu vois un petit peu... C'est le 1, 2, 3. Tu ajustes, et tiens, tu y reviens, mais avec une autre conscience, une autre expérience, plus de recul. Parce que quand on est pris dans notre expérience, c'est compliqué d'y voir clair. C'est ça. C'est très compliqué. Le vœu, c'est le 1, le dévœu, c'est le 2, et le redévot, c'est le 3. Et là, tu comprends que depuis l'espace de redévotion, il y a quelque chose de l'ordre qui n'est plus sacrificiel, qui n'est plus crédule, mais qui est finalement la vie qui t'a amené
à faire des choses que tu pensais jamais faire, à dire des choses que tu pensais jamais dire, à accepter ce que tu pensais pas accepter. Oui. Et depuis cet espace, là, tu peux enfin lâcher. C'est-à-dire qu'il y a ce truc de, finalement, je m'abandonne et j'accepte cet espace de déconstruction de moi-même parce que je n'ai plus de certitude. Et oui. Et j'ai fait le chemin. Alors que celui qui fait un vœu a une certitude. Et oui. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression qu'on passe de la certitude à la réelle expérience vécue qui fait que c'est validé. Oui. Et en fait, la question ne se pose plus parce que tu l'as ancré tellement en toi-même, dans ton âme, dans tes gènes, dans ce que tu es, qu'en fait, tu es prêt à passer à l'autre étape. Oui. Que l'autre, c'est tu n'as pas encore fait l'expérience et tu as besoin de la certitude pour aller au bout de ton expérience. Moi, j'entends ça derrière. Hein. C'est ça qui est passionnant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on dit ne prend sens qu'avec le vécu. Et finalement, il n'y a rien d'autre à retenir, selon moi, de l'expérience d'être vivant que la vie elle-même, c'est-à-dire l'état d'être dans l'instant qui expérimente des émotions. J'ai l'impression que notre âme n'enregistre que le vécu, pas les connaissances, pas il m'a fait ça, je suis pas content, c'est dégueulasse. Ça c'est pas l'âme, c'est le personnage. L'âme, finalement, elle va retenir des sensations, des émotions. Parce que l'expérience, c'est une émotion. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imprime. Et c'est ça, finalement, qu'on est venu vivre, selon moi. C'est une succession d'expériences, quelles qu'elles soient. Et on n'en a rien à foutre qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elles nourrissent l'âme. Et l'âme est en demande de ces émotions. De croissance. Moi, j'entends la notion de croissance derrière ce que tu dis, comme, eh bien, elle va faire ses expériences, elle va s'imprimer, en fait, elle va être imprimée de ses expériences qui vont lui permettre. Moi, j'ai cette impression que l'âme, elle grandit, c'est quelque chose qui croit, en fait, et qui croit justement avec ses expériences, et qui un peu comme un enfant. Un petit enfant, il va, au début, par exemple, côtoyer différents environnements, différents adultes, différentes énergies, il va toucher à tout, et en fait, il va engranger ses expériences qui vont le construire plus tard dans sa vie humaine. Eh bien, j'ai le sentiment que moi, c'est pareil au niveau, en fait, de l'âme. Et justement, toutes ces expériences, tout à l'heure on parlait des maîtres, Oui. Les maîtres d'une certaine façon c'est des êtres qui ont incarné une maîtrise dans leur art, moi je le vois comme ça, et le contact avec eux, que ce soit en amitié, que ce soit autre, et bien en fait il y a ces transferts d'énergie, d'information qui te permet d'élever ton âme en fait. Pour moi, l'âme grandit quand elle cesse de croire pour croître. Tu vois, tu disais le mot croire, l'âme croit. Ah oui, elle croit. Mais au début, elle croit. Et oui. Elle a des certitudes, tu vois. Et en fait, après, elle croit quand elle cesse de croire. Et après, encore une fois, tout ça, sans certitude de ce qu'on vous dit. Parce que, encore une fois, si je vous dis c'est ça la vérité, je dédie ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est un point de vue. Voilà, c'est-à-dire que j'accepte que ça peut être confronté à l'opposé. Que l'âme est peut-être une création, que l'âme n'existe pas, que l'âme n'est pas éternelle, que l'âme est plurielle. Tu vois, c'est-à-dire que... On rentre dans des sujets intéressants. Ah oui, parce que pour moi, c'est ça aussi la multidimensionnalité. C'est à partir du moment où tu te dis l'âme est immuable, éternelle, et passe de corps en corps, et fait un chemin pour grandir, t'as une certitude. Et donc tu ne perçois que depuis ce point de vue-là. Moi, j'ai cessé d'avoir la certitude de la réincarnation. Je n'ai plus cette certitude du tout. Et je n'ai plus la certitude que mon âme fait l'expérience de plein de corps tout au long d'un système de karma ou de dharma. Voilà. Ça, j'en ai plus la certitude. C'est vrai que quand on le voit de cette façon, c'est quand même linéaire, c'est une succession. Alors que dans la multidimensionnalité... Voilà. Là, on peut commencer à comprendre. Est-ce qu'on est... Parce que c'est un temps linéaire, ça. Et on est d'accord qu'en dehors de la matière, le temps n'est pas linéaire. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ça, on en a fait l'expérience. Donc, est-ce qu'on peut continuer à percevoir l'âme comme une unité qui chemine de corps en corps, ou est-ce qu'on peut la percevoir comme simultanée, et oui, multidimensionnelle, fractalisée, plurielle? Qu'est-ce que ça dit, du coup? Est-ce que c'est un ensemble qui relie un ensemble plus grand, et ainsi de suite, comme ce qu'on appelle les mobiles pour enfants? Et oui, je vois. Voilà. C'est-à-dire qu'au final, là, on est dans la multidimensionnalité. On est dans l'idée que, au final, tout cela peut être perçu autrement que depuis les certitudes. Tant que je pense que la Terre est plate, je peux pas voir qu'elle est ronde.
Et tant que je pense qu'elle est ronde, je peux pas voir qu'elle a une autre forme. Et ainsi de suite. Et moi, ça m'est arrivé une fois en soirée pour me marrer de dire je vais te démontrer que la Terre est un cube. Juste pour rire. Juste pour jouer. Juste pour rire, mais bien sûr. Et à un moment, j'avais failli convaincre mon auditeur qu'elle était carrée. Parce qu'au final, pourquoi pas, tu vois. Ça y est, on a trouvé la source du complot. La Terre est un cube. Et pourquoi pas, tu vois, c'est-à-dire que... Oui. Mais c'est-à-dire que là, tu commences à avancer. Et oui, tu dis, ah tiens, mais pourquoi ce serait pas comme ça? Et voilà. Qu'est-ce qui... Et En fait, est-ce que je le sais vraiment? oui, parce que est-ce qu'il n'y a pas une dimension, c'est pas un cube. Oui. Est-ce qu'elle-même, vibratoirement, elle n'a pas été enfermée dans une forme cubique pour retenir les âmes, pour Oui. l'enfermer? C'est Oui. intéressant. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo qui est passée sur internet qui démontait un petit peu, c'était un dessin animé assez court, mais qui montrait beaucoup de choses un peu de notre société, et en fait, il représentait exactement la Terre dans un cube. Voilà. Comme si c'était un cube. Ouais. Et pour représenter un peu la matrice très... Exactement, parce qu'on ne voit que des boîtes, en fait. Oui. Mais par exemple, tu vois, tu peux imaginer, par exemple, que le son, c'est de la lumière. Ça, les scientifiques m'ont te dit. Là, tu commences à avancer. Non, mais le son, c'est du son. Mais si le son était que du son, on pourrait pas se parler au téléphone à l'autre bout de la Terre. Mais oui. Donc, c'est bien que ça va à la vitesse de la lumière. Et donc, les ondes sonores sont que des ondes de lumière dans une certaine fréquence. Tu vois, donc, tu dis, ah, le son, c'est de la lumière. Waouh. L'oxygène, c'est de la lumière. Waouh. Tu vois, donc là, tu commences à percevoir des choses. Ok, donc une chose, elle est transposable dans une autre. Elle va d'une dimension à une autre. Ok. Donc, ça m'évoque quoi? Le son, c'est de la lumière? Ou autre chose. Voilà. Oui, tout de suite, tu commences à faire le lien. Et oui. Tu fais les liens. Et j'ai même l'impression que quand tu commences à faire des liens, dans ta tête, les neurones, tac, ils se reconnectent. Exactement. Tu crées des schémas neuronaux, des circuits neuronaux qui te permettent d'agrandir en fait l'intelligence et donc la compréhension. Mais c'est du même monde qui l'étymologie du mot intelligence. C'est bien interliguer, créer du lien. Et donc, être intelligent, c'est voir le lien entre Descartes et Beethoven. Là, t'es intelligent. Si tu commences à voir le lien entre Descartes et Beethoven, c'est que tu crées un lien. Oui. Et là, tu peux créer autre chose. Mais il n'y a rien qui se crée, il n'y a que des liens qui se créent. Et à partir des liens, c'est là où tu commences à composer. Ouais, tu commences à redécouvrir en fait les liens entre toutes choses. Et donc, il faut accepter qu'il y ait plein de domaines. Et donc, on en revient au début de la discussion. C'est-à-dire, si on ne reste que dans la science, on ne crée pas de lien. Et donc, on n'est pas intelligent. Parce que si on est dans un seul paradigme, on n'est pas intelligent. Il y a une expression en France, on dit être buté. Oui. Et c'est très intéressant parce que si t'es buté, bah tu butes ta conscience en fait. Je n'avais pas réfléchi comme ça. J'avais pas réfléchi comme ça. C'est clair. Ah, c'est de l'instant là. Oui, non, mais en langue des oiseaux, un peu. Ah, celui-là un peu il est trashy, quoi. complètement buté. Bah, oui. On dit flinguer du cerveau. Exactement. Une expression qui dit ça quoi. Et à mon sens, voilà, c'est-à-dire que la multidimensionnalité, donc si on peut rentrer un peu dans le sujet, c'est comprendre, donc, comme je disais dans mes exemples, qu'on peut transposer d'un univers à un autre, mais il y a aussi l'idée qu'on est donc entouré de différents plans et dimensions. Donc, on le voit comme des couches d'un millefeuille alors que c'est pas vraiment ça. Il y a vraiment cette notion d'intrication, c'est-à-dire que c'est à la fois autour et à l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant. Et faites l'expérience de regarder un cube en 4D. Ça s'appelle un tesseract. Par exemple, là, voilà, c'est très intéressant quand on voit la notion de tesseract. Tu tapes le mot tesseract. Le mot tesseract, c'est un cube en 4D. Mais ça va être l'objet dans les Avengers. Et oui, c'est une sorte de Rubik's Cube. Voilà. Et là, tu te dis, mais attends, pourquoi ce mot est utilisé? C'est-à-dire que c'est un peu comme quand tu t'intéresses à l'alchimie, tu vois, au symbole. C'est-à-dire savoir que le symbolisme est présent dans les marques, dans la pub. Nike, c'est Nike. Nike, c'est une déesse. Tu vois, c'est-à-dire que, ok, alors qu'est-ce que ça fait là? Tu vois, donc tu vas t'apercevoir qu'il y a du symbolisme. Dans le symbolisme, il y a de la multidimension. C'est-à-dire que comment un symbole peut-il finalement être détourné de son essence première, tout en gardant finalement le sens, l'essence. Et à partir de là, on commence à percevoir, c'est-à-dire que, ok, quelle est l'essence? Parce que finalement, on peut le voir dans les deux sens. Soit je me perds dans tout ça, et donc, parce que la multidimensionnalité, c'est rencontrer
son aspect dragon, son aspect angélique, son aspect christique, son aspect... Cafard de l'espace. Voilà, cafard en scaphandre. Voilà. Ce lien aux archétypes, aux déités. Et comment... C'est-à-dire que... Est-ce qu'on se perd ou pas dedans? Moi, sur le chemin, à un moment, on reconnecte à tout ça. Et on se dit, je suis lié à tel archange. Je suis lié à Marie-Madeleine. Ou à Jésus. Je suis lié à Isis. Je suis lié à Krishna. Je suis lié aux galactiques. Je suis lié aux intraterrestres. Voilà. Ok, mais qu'est-ce que j'en fais dans mon quotidien? Comment je ramène ces compréhensions à ma vie? En quoi ça sert mon humain? Et là, c'est complexe. C'est-à-dire que on revient toujours à 1, 2, 3 du début. C'est-à-dire que, ok, comment je me nourris de ces compréhensions sans le nier? Et comment je fais de l'expérience du mythe pour le transposer dans l'humain en n'en gardant que l'essence? En fait, comment l'incarner et comment, d'une certaine façon, le vivre sans se perdre dedans? Moi, j'entends ça derrière. C'est le jeu, J-E-U-X, et mélangé au jeu J-E. C'est-à-dire qu'au final, est-ce que j'accepte de jouer l'archétype auquel je me reconnecte sans que le J-E le récupère? C'est-à-dire qu'au final, on comprend que la vie est un immense terrain de jeu. Et dans ce terrain de jeu, un peu comme quand on était jeunes, surtout les mecs, et qu'on a joué au jeu de rôle, pour certains d'entre nous, et qu'on a accepté d'être, le temps d'un moment, Merlin ou un guerrier, je sais pas, voilà, un elfe. Voilà. Et à quel moment on joue, J-E-X, et jusqu'où va le jeu? Et quand est-ce qu'on cesse de jouer? C'est-à-dire que même dans les rapports, là on joue tous les deux ce matin. Mais quand est-ce qu'on joue plus? À quel moment on joue plus? À quel moment on joue? À quel moment le personnage s'enferme dans lui-même et s'approprie le jeu? Pour dire, là, non, c'est sérieux. Attends, oui. Là c'est mon travail. J'entends l'identification. Oui. Une identification qui, en fait, t'enferme dans un rôle dans lequel t'es trop étriqué, en fait. Oui. Et t'arrives même à ne plus jouer. Oui, ça devient dur, ça devient lourd, ça devient... Mais comme le rapport au galactique. C'est un jeu, J-E-X, faut arrêter. On joue à essayer d'être de Sirius, d'Orion, des Pléiades, c'est un jeu. Et on accepte l'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est pas de dire c'est pas vrai, c'est de jouer pleinement. Qu'est-ce que ça m'apprend dans mon humain d'être pléiadien? Là, on est dans la multidimensionnalité. Quelle l'histoire galactique? En quoi ça sert mon humain? Si ça ne sert pas mon humain et que je ne joue plus, c'est que je suis dans l'erreur. Si je cesse de jouer, je dis attends. Là, l'information que je te dis, elle est vraie et c'est pas un jeu. Là, c'est pas bon. Par contre, si j'accepte de faire l'expérience, un jour, d'être Odin. Et je me dis, tiens, je vais être Odin des Pléiades. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui chevauche un dragon avec un pot de cafard en scaphandre. En scaphandre. Voilà. Et en tongs. Comme les gardiens de la galaxie. En fait. Voilà. Et là, on pourrait se dire, ouais, mais non, là, c'est trop. Et non. C'est-à-dire que, finalement, qu'est-ce que le mythe, je sais pas moi, des divinités grecques, la mythologie, finalement, qu'est-ce qu'elle... Et c'est marrant parce que il y a le mot mytho, le mythologie, mais mytho mensonge. Et oui. Mythomane, celui qui est dans le mythe, tu vois. Et donc ça c'est drôle. C'est-à-dire qu'à quel moment le mensonge est une vérité. Et les mythes, tu sais, qui voilà, les vêtements, qui font des trous dans la toile. On retrouve le cafard. L'insecte, voilà. Donc quel est le lien entre l'insecte, le menteur et les divinités? Mais c'est-à-dire que si tu acceptes d'incarner totalement l'archétype, un peu comme le postulat de Carl Gustav Jung, c'est-à-dire à quel moment l'archétype se joue dans ma trame. Et finalement, c'est ça aussi la multidimensionnalité, c'est accepter de vivre cet archétype totalement et de dire ok, je suis telle divinité, c'est dans mes fractales et je vais au bout.
Et je vis la trahison. Et je vis la duplicité. Et je vis le... Platon disait, les humains sont des dieux qui s'ignorent et les dieux sont des humains qui s'ignorent. Et c'est vrai. C'est-à-dire que on est des dieux et les dieux sont des hommes. Et donc, à quel moment je joue ce jeu pleinement, et c'est quand je le joue que ça me nourrit. Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que la question n'est plus de savoir la véracité de ce qui est dit. Ça m'amène une compréhension de ce que tu dis. J'ai l'impression qu'en fait, admettons, tu as envie de jouer le rôle d'un castor. Donc tu vas te déguiser en castor, tu vas faire l'expérience d'un castor, tu vas d'une certaine façon jouir de ton expérience de castor, et au final, eh bien, tu as joué, tu as grandi, tu as compris, on va dire, le castor, et au final, que ce soit vrai ou pas, que tu sois un castor ou pas, on s'en fout. Mais l'expérience, Exactement. de comment tu as joué avec et comment tu t'es amusé, ce que tu as compris avec, c'est en fait ça ce qui est important. Les animaux totems chez les Amérindiens. Chaque animal représente un trait de caractère. Si je joue tel animal, je joue tel trait de caractère à fond. Et donc je joue ma palette, je nourris mon âme. Oui. Parce qu'on en a rien à foutre. Ton âme, elle en a rien à foutre que ça soit vrai ou faux. Ce qu'elle veut, c'est vivre des expériences. C'est ça, oui. Donc je vais incarner le hibou. Qu'est-ce que ça dit du hibou? Tu vois, je suis un hibou. Bonjour, je suis signé le hibou. Et qu'est-ce que j'apprends du hibou? Oui. Parce que si je dis je suis pas un hibou, j'apprends rien. Mais si je te dis attends, te moque pas de moi, c'est bon. Je suis vraiment un hibou. Je suis vraiment un hibou. Et si tu me dis que je suis pas un hibou, je me casse. J'arrête l'interview, donc t'as intérêt de me dire que je suis un hibou. Les gars, je suis un hibou. Attention. Attention, on peut déconner surtout pas là-dessus. Attention, le hibou, on rigole pas là-dessus. Je suis susceptible, j'ai J'ai le hibou sensible. Non, je ne suis pas gros. Voilà, c'est ça. Et ça c'est génial. Ça, c'est génial, parce que dans tous les mythes, dans tous les archétypes, dans toutes les facettes, il y a matière à grandir. Tout en jouant. C'est-à-dire que c'est le dosage entre... C'est le 1, 2, 3 toujours, on revient. C'est le 1, c'est... Attention, tout est sérieux. Le 2, c'est rien n'existe. Et le 3, c'est... Comment je joue avec? J'accepte de jouer. J'accepte de jouer. Et quand tu joues, tu dois jouer totalement. C'est-à-dire que c'est pas du je m'en foutisme. Ah oui, c'est pas comme un acteur qui serait pas investi de son rôle et en fait tout le monde se fait chier et voit qu'il joue et on s'en fout. C'est nul. Voilà. Non, faut que tu l'incarnes. Oui. Et c'est ce qu'on appelle un génie ou un fou. C'est la barrière, c'est celui qui accepte de jouer totalement. Et en fait, le génie rigole de lui-même, et le fou aussi. C'est-à-dire qu'il sait, tu vois, qu'il est en train de jouer, mais en même temps... Oui, il se perd pas lui-même en jouant, et en même temps il kiffe son jeu, quoi. Et il va arriver à créer le doute chez l'autre, qui se dit... Au début, on arrive face au génie, au fou, on rigole, genre un peu nerveusement. Puis après, on dit, ah mais il est sérieux? Ah, il est vrai. Genre, il va loin. Et là, ça me renvoie à, waouh, mais moi, est-ce que je joue autant dans ma vie? Est-ce que je vais aussi loin que le fou? Est-ce que je me permets d'aller jouer aussi loin? Est-ce que je me permets d'aller jouer aussi loin? Et c'est ça la puissance de la multidimensionnalité, c'est à quel point je me permets d'aller loin. Et c'est magnifique notre discussion parce qu'en fait ça amène une compassion pour les différents types d'expériences vécues. Parce que quand tu comprends ça, qu'en fait, moi j'ai l'impression en t'écoutant qu'on est comme des dieux sur un grand terrain de jeu, chacun joue son rôle, chacun joue son histoire, son aventure, sa légende, ou alors sa terrible tragédie. Et en fait, tu veux pas jouer tout ça, la personne a choisi son histoire, son aventure. Ouais. Et du coup, mais un truc auquel tu peux pas être d'accord parce que t'es identifié, tu dis non, ça devrait pas être comme ça, et tout ci et tout ça, mais en fait, non, mais laisse-le jouer. Il en a besoin, on va pas court-circuiter son expérience. L'enfant, il apprend en jouant. Mais oui. Et pourquoi on arrête d'apprendre en jouant? Ah. À quel moment on dit, pour apprendre, faut être sérieux? Je veux dire, même les enfants animaux apprennent en jouant. Oui. Enfin, je veux dire, c'est toute forme de vie. Les chatons, ils se battent. Mais oui, Ils reproduisent comment ils vont se défendre plus tard, comment est-ce qu'ils vont chasser les souris, bien sûr. les réflexes, tout ça. Même C'est ils vraiment jouent avec la ça, souris, d'ailleurs. finalement. Oui, c'est toute une histoire aussi. Oui, ça c'est voilà. Mais du coup, on joue les archétypes, le docteur, le papa, le méchant, le pompier, le policier. On joue. Gros sauveur victime. Oui. Mais même finalement, tu sais, moi, même quand tu vois les forces de l'ordre, ils jouent. Ils jouent. Mais oui, mais ils jouent. Monsieur, vos papiers là. Mais ils sont morts de rire derrière. Faut arrêter. Quand ils sortent le sort, Oh putain, j'ai mis une de ces prunes. ouais, c'est ça. Mais bien sûr qu'ils jouent. Oh le con, il avait pas son Mais permis. même l'homme politique, il joue. Bah
Chers concitoyens, mes chers concitoyens, Le l'heure est grave. l'heure est grave. Voilà, nous sommes en guerre. Voilà. Il joue. Tu vois, donc si tu cesses de voir qu'il joue, c'est là où tu vois, c'est là où tu prends cher en fait. T'es là, genre, c'est là où tu reviens dans le personnage qui souffre, qui est victime. Ouais, qui est étriqué en fait. Oui. Et qui peut devenir fou du fait d'être étriqué parce que sa nature est illimitée en fait. Oui. C'est marrant, ça me fait penser à Tamarinda là, tu sais, qui va venir. Elle disait, mais en fait, les gens, à force d'être réduits, ils deviennent fous. Parce qu'il y a une force d'expansion, enfin ça c'est moi qui le dis, une force d'expansion qui demande à non, stop, à faire péter tout ça et à vivre vraiment ce qu'ils sont. Oui. C'est très intéressant, ça me fait penser à ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est ça. C'est toutes les névroses ressortent si tu cesses de jouer. C'est ce que t'es en train de dire. Ouh, c'est énorme ça. Eh ben oui. Donc quelqu'un qui a beaucoup de névrose, c'est qu'en fait il a tellement été étriqué qu'il devient fou dans son personnage. Ou en fait. malade, ou dépressif. Ouais. Ah bah oui. L'opposé du jeu, c'est de la dépression. La dépression, c'est que je suis incapable de sortir de ma tête et de voir autour de moi. Je n'ai plus de perception de l'extérieur. Et ouais. Alors que quand je joue, je suis en interaction avec l'extérieur. Et oui. C'est-à-dire que, Passionnant. est-ce que tu rentres dans mon jeu? Est-ce qu'on peut jouer ensemble? Et oui. Viens jouer avec C'est moi. ça. Amusons-nous à... Allons tous dans l'eau et sauter dans les Voilà. rivières. Voilà, c'est ça, mais sortons du personnage et allons jouer. Ouais. Ou recréons ensemble un nouveau jeu. Et donc voilà, ça c'est pour moi un point très important de la multidimensionnalité. C'est-à-dire d'appréhender ça. Et de voir que, déjà, ça va aider mon humain à grandir, à dépasser le rapport à soi-même. C'est-à-dire que dans le jeu JEX, il y a le nous. Et il n'y a plus le jeu JE. Et donc quand je suis dans le nous, je suis plus dans le moi. Et donc je sors de l'affliction que je pourrais avoir envers moi-même, de oh là là, je suis bien sympa de m'être incarné, c'est trop difficile. Voilà, ça me hérisse le poil. Tu vois, je le vois souvent sur les réseaux, genre, ça c'est mes anges gardiens en train de pleurer pendant que moi, je fais n'importe quoi. Non, ça m'agace beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, au final, ça enferme en fait énormément. Il joue à être enfermé. En fait, ça se Mais bien trouve, sûr. En plus. Regardez comment je fais n'importe quoi en tant qu'humain, oh là là. Ok, si c'est le jeu que t'as envie de jouer, de faire n'importe quoi, pourquoi pas. C'est intéressant, là on commence à aborder un peu le sujet des conséquences des jeux aussi. Oui. On commence un petit peu là, à tirer la ficelle. Oui, parce qu'en fait, pour que je joue, il faut qu'on soit plusieurs. Si je joue tout seul, ça n'a aucun intérêt. Je m'ennuie. Donc c'est comment je trouve un moment, un lien entre nous. Voilà. Et au-delà de tout ça, c'est-à-dire que il y a l'idée, donc, de reprendre le contrôle de sa vie. C'est-à-dire, c'est comme le rapport au divin. Ok. On en parlait tout à l'heure, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Question ouverte. Autre question, suis-je Dieu ou pas? Certains répondraient, non, tu n'es pas omniscient, tu ne peux pas être Dieu. Ah bon? Si je prends la somme de tout ce que je suis, c'est-à-dire toi, moi et tous les êtres conscients, est-ce que je ne suis pas omniscient? Ah, peut-être. Parce que si moi, c'est pas moi, mais moi, c'est l'ensemble de ce qui est le vivant, donc, à quel point suis-je omniscient? Et à quel point suis-je Dieu qui s'observe lui-même à travers un jeu? Donc là, on commence à avancer dans la multidimensionnalité. Donc si je suis toutes les formes de conscience et de vie, à moi tout seul, depuis un autre espace, bien sûr, depuis une autre dimension, multidimensionnalité, alors je comprends que toi et moi, il n'y a aucune différence. Et donc finalement, quel que soit ce que je vais te faire, et là ça peut aller très loin, c'est un jeu. Il y en a qui vont se retourner en entendant ça. Attendez, moi on m'a agressé, c'est un jeu. Moi j'ai souffert, c'est un jeu. J'ai failli mourir, c'est un jeu. Je vous laisse répondre. Et en fait, ça va être super long. Parce que à quel point le JE va reprendre le contrôle. Ouais, on peut se marrer, mais là tu m'as enfoncé un couteau quand même. Là ça déconne plus. Et pourquoi pas, tu vois. Et du coup, si
si on cesse de jouer, c'est là où, d'un coup, on se reprend tout. C'est-à-dire. Eh ouais. Il y a cette notion de responsabilité. À quel point je reprends ma responsabilité. Ça, c'est Véronique Rosy, qui est une des intervenantes, qui m'a beaucoup appris sur les terrains de jeu et sur cette idée de reprendre sa responsabilité. Elle m'a même un peu engueulé la dernière fois là-dessus. Elle m'a dit, Sidney, c'est depuis ton intégrité que tu vas pouvoir reprendre tes responsabilités. Et donc, c'est à quel point je reprends ma responsabilité dans tout ce qui m'arrive. Là, on avance sur la multidimensionnalité. Parce que si je me perds dans est-ce que je suis de Sirius et un dragon, je prends pas mes responsabilités. Si la source, Dieu ou l'univers sont responsables de tout ce qui m'arrive, je ne reprends pas mes responsabilités. Si je suis Dieu, qui suis aux commandes de ma propre expérience, ça veut dire que toutes les expériences que j'ai vécues, j'ai été d'accord pour. Je les ai cherchées et j'en ai gagné quelque part un apprentissage, un bénéfice, une expérience. J'en ai gagné quelque chose. Ça, c'est très compliqué à percevoir et ça peut être très violent. Quoi ? Je suis responsable de tout ce qui m'est arrivé. Tu es en train de dire je suis responsable de toute la souffrance que j'ai vécue, de tous les bourreaux que j'ai eus dans ma vie. Je ne suis pas responsable. Là, on grandit dans la multidimensionnalité. Quelles sont les causes de tout ça ? Est-ce qu'il y a un autre espace depuis lequel ce jeu, JEX, s'est produit ? Quelle est la limite du jeu ? Est-ce que si je suis un tueur en série, je joue encore ? Oui, quelles sont les règles, les conséquences aussi, ça amène Voilà. tout ça. Est-ce Comment que, tu joues bien ce jeu ? voilà. Est-ce que si je suis le Dalai Lama, si je suis le Dalai Lama, est-ce que je suis en train de jouer ? Est-ce que si je suis prix Nobel de la paix, est-ce que je suis en train de jouer ? Est-ce que si je suis voilà, un personnage horrible, est-ce que je suis en train de jouer ? Si je suis, je sais pas, voilà. Avec Gengis Khan, est-ce que je suis en train de jouer ? Donc, c'est là où on se confronte après aux questions morales. Est-ce que la morale est la limite du jeu, JEX ? Et est-ce que la morale existe, ou est une création qui limite le jeu ? Et est-ce que, sans morale, le jeu ne part pas dans tous les sens ? Ce qu'on appelle les règles du jeu. Donc, est-ce qu'il y a la nécessité qu'il y ait des règles au jeu ? Ou pas ? Et est-ce qu'on joue tous avec les mêmes règles ? Oui. Et là, on peut commencer le débat. Est-ce qu'on est au milieu d'une grande bataille galactique ? Et est-ce que c'est un grand jeu ? Un grand jeu. Et est-ce que si on le prend trop au sérieux, on se fait dézinguer ? Ou est-ce qu'on comprend que tout ça, c'est... Voilà, ça nous dépasse, mais en même temps, c'est des forces qui jouent entre elles. Et nous sommes peut-être les pions sur l'échiquier de forces gigantesques qui jouent aux échecs. C'est ça. Ça me fait penser un peu au domaine des jeux vidéo. En fait, tu crées un univers. Donc, il y a un créateur, admettons, qui a créé un univers sur lequel, eh bien, plein de joueurs vont jouer, vont peut-être jouer à faire la guerre ou autre, vont construire ou vont se faire la guerre. Et en fait, bah, tu choisis de rejoindre ce terrain de jeu en sachant que, par exemple, si t'es sur un jeu d'échecs, bah, si t'es un fou, un cavalier, un roi ou un pion, bah, potentiellement, eh ben, tu peux te faire bouffer pendant la partie. Mais ça fait partie du jeu. Les pièces apparaissent, disparaissent, et c'est un contexte. Oui, sauf que dans les échecs, t'as le même nombre de pièces. Dans la vie, t'as pas les mêmes cartes. C'est sûr. T'as pas les mêmes cartes, t'as pas les mêmes... C'est comme une partie de poker, il y en a un qui va arriver avec 100 000 $, et l'autre avec $10. Oui. Comment on joue ? Tu vois parce que je suis obligé de faire tapis à chaque fois quand j'ai $10. Si l'autre. Voilà. Donc, est-ce que si je suis obligé de faire tapis à chaque fois, à quel moment ? Eh ben, je me marre. Et ouais. C'est ça la vie, c'est que je fais tapis parce que j'ai que $10. Et finalement, celui qui en a 100 000, il joue pas. Eh ben ouais. Ouais, c'est pas intéressant. Ah ben non. Si j'ai $10, je me marre. Allez, paire de 2, tapis. Voilà. Et là, tu commences à jouer, si tu veux. Et c'est là où vient, finalement, cette... Parce que, derrière tout ça, dans ce que je dis, on pourrait penser qu'il n'y a pas d'intelligence à l'œuvre. Et je ne nie pas l'intelligence commune, collective. Moi, c'est des questions que je me pose en ce moment, par exemple. Ok, si je suis au centre, quand je suis guidé, c'est par qui ? Quand, sur ma route, j'ai un coup de pouce.
imprévu, quelque chose que je ne pouvais pas anticiper. Une personne que je ne connaissais pas hier qui arrive et qui solutionne tous mes problèmes. Qui a ramené cette personne dans ma vie? Moi? Dieu? L'univers? Le créateur? La source? Qui, paradoxalement, a ramené celui qui va crever mon pneu? Tu vois? Voilà, j'ai un ami, il est parti faire une course, on lui brise sa vitre, tu vois, il revient. Pourquoi? Ouais. Là, ouais, genre, Qu'est-ce que j'ai fait? voilà, c'est ça. Pourquoi on m'a brisé ma vitre? Genre, et c'est là où, finalement, et voilà, ça c'est une vraie question. Suis-je responsable du fait qu'on m'ait brisé ma vitre? Parce qu'on peut être responsable des choses cool. Ah, je suis responsable d'avoir gagné au loto. Ah la vache. Ouais, c'est le karma. Je le mérite. Ouais, je mérite. Non, Ça eh, fait les gars, des vies. Les gars, je dirais même que c'était normal. Et ça aurait pas été normal si ce serait pas arrivé. Voilà, c'est ça. Mais on m'a pété ma vitre. Alors que, genre, j'étais juste garé sur un truc. Ok. Alors, c'est là où le personnage, le JE, va se dire oh, est-ce que je suis persécuté? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et il y a paradoxalement, est-ce que je reprends ma responsabilité? Oui, mais là, ma responsabilité, c'est quoi, en fait? Tu vois, ça Oui. Et ouais. Jusqu'où est ma responsabilité? Et oui. Ouais. Et qu'est-ce que ça m'amène à penser? Est-ce qu'il y a du hasard, finalement? Parce qu'il y a aussi une part d'aléatoire dans tout ça. Je veux dire. Donc finalement, c'est où il y a une cause dans une autre dimension qui m'échappe. Parce que, par exemple, celui qui va péter ma vitre n'a pas pété la vitre de la voiture d'à côté. Pourquoi il a pété la mienne et pas celle du voisin? Et là, ça, c'est... Voilà. Donc, on s'est un petit peu éloigné du sujet, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée. Et là, j'ai pas de réponse. Je pose des questions. En tout cas, j'aime l'idée que ce terrain-là de questions me plaît. Voilà, c'est-à-dire, ma responsabilité, elle va jusqu'où? À quel point suis-je aux commandes? Surtout quand c'est des trucs que j'ai pas envie d'aller voir. Et qui me voilà. Être responsable du succès, c'est pas pareil que d'être responsable des échecs. Voilà. Mes échecs amoureux, est-ce que c'est moi ou pas? J'en suis responsable. Et à quel point je reprends ma responsabilité? Voilà. C'est pas l'autre, c'est moi. Et donc, à partir de là, si je reprends ma responsabilité, je peux observer finalement les mécanismes à l'œuvre. Donc, parce qu'au final, c'est quoi? C'est les peurs. Est-ce que j'ai eu peur quand je me suis garé là? Et donc, la peur, c'est une zone de non-amour. Donc, est-ce que j'ai toujours mis de l'amour dans ma voiture? Est-ce que j'ai peur de tout le temps me faire agresser? Est-ce que j'ai peur de pas être aimé? Est-ce que j'ai peur du monde extérieur? Voilà. Et donc là, ça continue à cheminer. C'est-à-dire, voilà, à quel point je cesse de jouer. Parce que être dans le jeu, c'est dans l'émotion, donc dans l'amour. L'enfant, quand il joue à la dinette ou je sais pas quoi, il est dans le cœur. Et souvent, on met nos peurs sur les enfants. Attention, c'est dangereux, attention, c'est machin. Alors qu'au final, un enfant qui aurait pas peur serait beaucoup plus protégé, finalement. Parce qu'il continue à jouer. Et donc, c'est toute cette question, jusqu'où va le jeu? Ah, mais si tu te fais mal, ah, mais... Voilà. C'est-à-dire que, finalement, est-ce que on autorise l'enfant à jouer sans limite? Il y a des écoles, en Amérique du Sud, je crois que c'est au Paraguay, ou en Uruguay, où les enfants s'éduquent eux-mêmes. Et il faut accepter, donc il y a un adulte référent, mais qui regarde, et qui laisse faire. Tu dois accepter qu'un enfant de 5 ans prenne une machette. Et aille jouer avec ses potes. À quel point tu le laisses jouer? Moi, j'ai vécu avec un moment, pendant une petite période, avec les Indiens Onikwin dans la forêt amazonienne. À 6-7 ans, ils sont déjà au fusil. Ils prennent un fusil, ils tirent. Ils ont 6 ans, 7 ans. Est-ce que l'enfant a une intelligence? En même temps, quand tu vois la manière dont les animaux éduquent leur progéniture, ils sont pas en train de découvrir. Ils laissent faire leurs expériences. Donc à quel point tu laisses l'enfant jouer? Ah, mais il n'est pas conscient. Et pourquoi il serait pas conscient? Parce qu'un animal, il n'est pas conscient qu'il va se faire mal. Tu vois, donc, en fait, quelle est la limite entre nos peurs et la conscience? Donc, est-ce que c'est nos peurs?
Parce que si on responsabilise l'enfant... Moi, j'ai eu la chance de voir un couple d'amis évoluer avec un enfant de 3 ans, et j'ai trouvé ça magnifique. Il le laissait se péter la gueule. Il le laissait faire tout. Ah, t'es tombé, ok. Eh ben relève-toi. En sachant qu'il est tombé. Je te regarde avec amour, et je te regarde tomber. Parce que je fais... C'est-à-dire que là, je t'ai mis une peur. Voilà. Donc, est-ce que je suis prêt à regarder un enfant de 5 ans jouer avec une machine? Ok, papa, tu vois. Voilà. Et en même temps, à quel point ça peut avoir des conséquences pour lui adulte de ne pas l'avoir laissé faire ça. Et oui. Et donc c'est là la limite du terrain de jeu, c'est-à-dire que à quel point, voilà, à quel moment j'arrête de jouer. Ah mais c'est mon enfant, attendez. Ouais bon, tes théories Sydney c'est cool, mais ça a une limite. Et pourquoi? Pourquoi ça en a une? Tu vois, et là on rentre vraiment dans l'appréhension de tout ça. Et donc c'est aussi ça que je voulais exprimer sur la multidimensionnalité, c'est-à-dire que il faut comprendre qu'il y a une intelligence à l'œuvre. Mais quelle est cette intelligence? Et est-ce que cette intelligence, elle est présente dans plusieurs dimensions et plans? Et comment elle fonctionne? Tu vois, ça c'était très intéressant. J'avais entendu des vidéos de Greg Braden qui parlait de la multidimensionnalité et qui expliquait qu'en fait, en science, au plus tu augmentes en dimension, au plus les mathématiques sont simples. Parce qu'au moins il y a d'interaction entre les choses. Et donc finalement, les mathématiques dans la 13e dimension sont hyper simples par rapport aux mathématiques dans la 3D. Parce qu'au final, ça veut dire que il y a cette forme de simplicité, d'unité, de retour à l'essence des choses. Et finalement, depuis cet espace, en 13, 15, 20, ce qu'on veut, de dimensions, on va vers cette essence pure des choses. Et donc finalement, si j'admets que je suis relié à mon enfant en 15D, est-ce que finalement, il n'y a pas cette énergie de vie qui ne va pas passer derrière lui? Et de toute façon, l'accompagner à ne pas faire n'importe quoi avec cette machette. Voilà. Mais si je bloque ça, et que je cesse de jouer, et que je le maintiens dans la 3D, je le coupe, cette intelligence, qui est lui-même, et qui va de toute façon le guider à ne pas faire des actions qui vont à l'encontre et oui, de lui. De lui et de la vie. Mais si je le coupe de ça, et oui. Il va nier ça, et donc il va avoir besoin justement d'un parent plus... d'un cadre. Et tout ça, c'est des questions que je pose, hein, bien sûr, parce que il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a simplement des questions. Mais c'est pour moi ça, l'appréhension de la multidimensionnalité dans le concret. C'est-à-dire que c'est retrouver cette part divine que nous sommes, et en nous à la fois, et autour de nous. Et se laisser finalement guider dans le jeu géant que nous jouons pour le bien de notre âme. Si tant est que notre âme ne soit pas finalement une fraction, une parcelle d'une âme commune de tout le vivant. Voilà. Et c'est un petit peu ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un petit peu le jeu que je voulais proposer à tous. Je ne sais pas si tu as encore des petits points que tu voudrais comprendre. Oh, c'est passionnant. Moi, il y a une discussion qu'on a eue il y a quelques jours. Tu parlais de l'ordre et du chaos. Et je pense que c'est un point de vue qui est très intéressant, ce que tu partageais l'autre jour. T'as envie de l'aborder un petit peu? Ouais, un petit peu. Là, on est à peu près 58 minutes, ouais. En fait, ce que je disais, c'est finalement, on parlait de la notion binaire des choses, du bien et du mal. Et je te disais finalement, alors c'est marrant parce que j'en ai parlé avec Nicolas hier quand on marchait avant-hier, il n'a pas du tout le même point de vue que moi. C'est génial. C'était génial. Parce que pour lui, en fait, je vais vous donner les deux points de vue de ce que je crois avoir compris. Là, on a avancé. J'ai eu un point de vue avec toi, et puis après Nicolas m'a dit... On a parlé de... Voilà, Nicolas m'a dit, mais c'est totalement l'inverse. Selon moi, c'est génial. En fait, il y a la notion de bien et de mal. Ça, c'est binaire. Donc là, on est dans deux dimensions. Et on a tendance à voir les choses comme ça. On parlait tout à l'heure de la morale. Parce qu'on est donc face à la morale, face au bien, au mal et tout ça. Et donc, pour moi, je disais que je n'adhérais pas à cette vision du bien et du mal, mais que je pensais qu'il y avait l'opposition entre l'ordre et le chaos.
et que finalement, l'ordre, c'est ce qui est mauvais, et que le chaos, c'est ce qui fait avancer. Et je te disais finalement que la vie, c'est le chaos. Et que, par exemple, on le voit même la manière dont l'univers s'est créé. Alors si on adhère à la théorie du Big Bang, ce de quoi je suis en train de sortir, mais si on adhère au postulat du Big Bang, on voit qu'au départ, il y a un nuage d'électrons qui se percutent dans un chaos. Et c'est à partir de ce chaos d'électrons qu'on a les premiers éléments, comme l'hydrogène qui apparaissent. Et on disait que, par exemple, quand un atome est dans le zéro absolu, c'est-à-dire le moins 274 degrés, ces électrons se rangent et se mettent en ligne, et donc arrivent dans l'ordre. Et c'est là où on a différencié de notre point de vue avec Nicolaya, c'est que pour lui, à partir du moment où ils cessent de s'agiter, ils ne sont pas morts, ils sont éternels. Et ils sont face à une autre perception, qu'ils sont vivants dans l'éternité. Alors que pour moi, ils cessaient d'exister. Et donc c'est comme si lui voyait l'opposition de mon opposition. C'est-à-dire que pour lui, le chaos, finalement, c'est pas bon, et l'ordre est éternel. Alors pour moi, l'ordre, c'est la mort, et le chaos, c'est la vie. Et donc là, on avance, si tu veux. Et peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de nous écouter et qui pense encore autre chose. Et donc il y avait cette idée que finalement, on recherche tous en permanence l'ordre, mais qu'au final, la vie, ce n'est rien d'autre que du chaos. C'est-à-dire que finalement, tomber amoureux, c'est mettre du chaos dans sa vie. Avoir des enfants, c'est mettre du chaos dans sa vie. Et à quel point on peut réussir à concilier entre ce désir d'ordre, qui est cette image arrêtée du bonheur où on est au bord d'une plage avec une pina colada, et il y a cette image arrêtée. Mais cette image arrêtée, elle n'est pas réelle parce qu'au final, au bout de 10 pina coladas, on est bourré, on remet du chaos, et on n'est pas bien. Donc on rêve d'un truc qui en fait nous rend pas forcément heureux parce qu'on va se faire chier au bout d'un moment par la plage. Pour avoir vécu 2 ans et demi en Polynésie, je peux vous dire que la plage, au bout d'un moment, on en a marre. Et qu'au bout d'un moment, il y a autre chose qui se crée. Donc il y a vraiment cette idée de repercevoir les choses autrement. Justement, cette notion d'ordre et de chaos, ça permet de reconsidérer des questions autrement. Les sociétés modernes veulent de l'ordre. Sauf que l'ordre, ça empêche l'innovation, la découverte, le changement. L'ordre ne permet pas ça. Mais le chaos, ça devient Babylone. Et donc, comment on navigue entre Babylone et une dictature? Et dans nos vies, c'est ça. C'est à quel point on trouve l'équilibre, en acceptant ses forces, de recyclage, parce que le chaos, c'est une force de renaissance. Et l'ordre, c'est une espèce de vie éternelle, comme dirait Nicolaya, qui nous maintient dans un espace-temps figé. C'est-à-dire qu'on est hors temps. L'ordre est hors temps. Le chaos, c'est aussi hors temps quelque part parce que ça nous ramène au zéro. Donc c'est comme si on avait l'opposition entre le zéro et l'infini tout le temps. Et comment on jongle entre ce zéro et cet infini. Et finalement, pour moi, la vie, et peut-être je vais conclure là-dessus, c'est la rencontre de l'amour et du lien. C'est-à-dire que au départ, il n'y a rien. Et il y a cette force qui est l'amour qui est incrée, c'est-à-dire qui ne découle de rien d'autre. Et cette rencontre entre l'amour et le rien est à la base de tout. Et qu'est-ce que, finalement, la source, Dieu, l'univers, si ce n'est ce rien d'amour? Et comment mettre ce rien, ce néant et cet amour dans nos vies en permanence? Et en acceptant de jouer. Parce que finalement, l'ordre, c'est arrêter de jouer. Et le chaos, c'est accepter de jouer sans limite. Et ça fait peur. Et en même temps, la peur, c'est pas de l'amour. Donc à quel point je mets de l'amour tout le temps. C'est-à-dire que finalement, j'aime tellement ce que je suis, je m'aime tellement, et j'aime tellement mon enfant, que je sais que ça va aller même s'il a une machette et qu'il a 5 ans. Si j'ai de la peur, c'est que je suis pas dans l'amour. Voilà. Et donc ça, c'est très très subtil, c'est très théorique. En pratique, c'est beaucoup plus touchy que ce que je dis. Et en même temps, à mon sens, il y a des
des chemins d'exploration possibles dans tout ça. Oui. C'est magnifique ce partage, les points de vue. C'est assez marrant parce que moi, la façon dont je vois l'ordre et le chaos, moi je vois le chaos comme, on va dire, comment dire, c'est des particules non ordonnées. Et en fait, moi ce que je perçois dans l'ordre, c'est comme l'intelligence qui va commencer à ordonner ce chaos pour donner une base en fait, pour donner une structure, pour donner une forme, et qui peut ou non perdurer dans l'éternité. C'est très intéressant, ça rejoint un peu le point de Nicolaya, le tien, et qu'en fait, admettons, je vais prendre un exemple très concret de papa. Tu fais des caplas avec ton enfant. Au début, voilà, ton enfant il va chercher à détruire, il va détruire parce qu'il a besoin d'acquérir cette notion de destruction. Donc toi t'as mis de l'ordre, t'as fait ta jolie construction avec tes caplas, et lui il va venir le détruire parce qu'il a besoin d'apprendre à détruire. Donc ta construction revient au chaos. T'as tes caplas partout, c'est le bazar. Et petit à petit, à un moment, l'enfant il va se dire ah mais tiens, et si je faisais comme papa? Donc ces premières constructions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elles sont pas aussi élaborées. C'est les premières. Il s'inspire un petit peu de ce qu'il voit, comment son papa il fait, comment il agence les caplas, et il commence à faire pareil. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se dire ah mais ma création elle est pas aussi parfaite que ce que je voudrais. Donc il a gagné en expérience, il a commencé à faire des caplas qui tenaient. Parfois, combien de fois je l'ai vu s'énerver, ah mais ça tient pas et tout. Et papa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tiens, bah, mets des meilleures fondations à ta construction. Donc il va détruire sa création, il va remettre du chaos, il a perfectionné grâce à son expérience, grâce à l'observation, grâce à toutes les erreurs qu'il a fait. Et un jour, peut-être, on va prendre, admettons, on peut prendre un peu l'allégorie du Père divin et de l'enfant divin, cet enfant Dieu en création qui a besoin, en formation, en apprentissage, qui a besoin de savoir comment détruire, savoir comment maintenir sa création, comment aussi bâtir et perfectionner sa création, un peu comme une œuvre d'art. Et en fait, au fur et à mesure, il va peut-être un moment atteindre la perfection parfaite, au nombre d'or, où c'est magnifique, il va dire ok, cette création, là je peux la garder telle qu'elle, je peux la maintenir dans l'éternité parce qu'elle a atteint le degré de perfection. On va dire un degré de perfection. Tu n'enlèveras pas le fait que c'est qu'une question de temps avant que cette tour s'effondre. Eh bien, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend sur quel stade de matière. Par exemple, nous, dans la matière, on est habitué à être un peu comme dans le recyclage. Tout change, tout est en mouvement. Moi, je pose la question, est-ce que, par exemple, il y a des dimensions où il y a des créations d'esprit qui ont atteint tel degré de perfection qu'elles ne sont plus soumises justement à ce cycle de destruction. C'est plus nécessaire. C'est le personnage qui voudrait qu'il y ait une éternité dans tout. C'est-à-dire que c'est quelque part, c'est l'ego qui voudrait que son œuvre perdure. Peut-être. Parce que tu construis un immeuble, aussi solide soit-il, si tu cesses de l'entretenir, il va s'effondrer. La nature va prendre le dessus. Il n'y a rien qui a perduré dans le temps. Et là, c'est sur des lois terrestres. Moi, je parle vraiment d'autres dimensions où les lois ne sont pas pareilles, peut-être plus simplifiées. Tu vois ce que je veux dire? La seule chose qui est éternelle, c'est le rien. Ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, oui, l'éternel est rien, mais est-ce qu'une création aboutie n'est pas aussi éternelle? Est-ce que ce serait pas les deux? Le soleil va à un moment disparaître, la terre aussi. C'est un soleil physique. C'est pas qu'un soleil physique. Enfin. Si tu veux, oui. Ok. On peut dire que quelque part, il va y avoir un recyclage dans la 3D. La seule chose qui ne va pas disparaître, c'est l'information. L'information de ta qui reste en fait enregistrée. Et cette information, potentiellement, peut être les métadonnées d'une recréation ultérieure, mais qui devra passer par une destruction. Et oui. Mais tu auras peut-être l'information, comme tu l'as, le code génétique, dans une graine ou dans une ovule ou n'importe quoi. Tu vas avoir un code, une incrémentation d'une information. C'est toute l'expérience du boson de Higgs, mais on va pas revenir là-dessus, c'est trop technique. Oui. Mais en gros, il y a cette idée que autour de nous, il y a un champ d'information. Et que ce champ d'information, quelque part, dirige. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, au niveau génétique, une cellule souche va devenir un œil, un rein, un cheveu. Voilà. Oui. C'est qu'il y a une information qui est agence pour créer la vie. Comme un plan, en fait, comme un plan d'architecte où, tiens, ça peut prendre cette forme, il y a l'idée qui existe, qui est enregistrée, et elle peut se matérialiser. Ça fait penser à nos discussions sur l'onde, la particule qu'on avait il y a quelques mois déjà. Voilà. C'est un peu la même idée. Et tu vas avoir, par exemple, l'information, on peut l'avoir, on peut relier tout, par exemple, sur cette idée d'information, sur l'idée galactique. On a l'information du phélinoïde. Et le phélinoïde, c'est une information qui est au-delà de la Terre, et qui va avoir comme manifestation un chat, un tigre, un lion, un urma, un être de la lyre, et ainsi de suite.
Et donc ça, ce n'est que la manifestation, donc la cause, elle est ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a l'essence, l'information félinoïde, dont la manifestation, dans notre dimension, c'est certains de ces exemples et d'autres que je ne connais pas. Et donc finalement, est-ce qu'il y a la possibilité de communiquer avec cette essence? Et moi, c'est ça, mon initiation. C'est ça, mon approche à la multidimensionnalité. C'est apprendre à communiquer avec l'information originelle dont nous percevons certaines des manifestations dans notre réalité. Et à ce moment-là, oui, il y a une conscience source. Et cette conscience source est une information qui perdure, selon moi, dans le temps, mais je ne sais pas si ça va au-delà de notre univers. Je n'ai pas les capacités pour savoir si la conscience félénoïde est extra-universelle. Je sais qu'elle est extradimensionnelle, elle est au-delà de notre système solaire, mais au-delà de notre univers, je sais pas. En tout cas, là oui, cette idée d'information. Mais la question c'est, parce que ça, on arrive à le percevoir, qu'il va avoir en tout cas une fin de cet univers, ça ne veut pas dire du concept d'univers. Ça ne veut pas dire de l'information d'univers, mais en tout cas de cet univers. Et encore une fois, il faut adhérer au multivers, ce sur quoi j'adhère. Et à quel point ça va recréer quelque chose. Mais c'est la même chose que si je reprends mon pouvoir créateur, je deviens source, et donc je suis potentiellement créateur d'univers. Et donc, à quel point finalement la création devient un peu comme les poupées russes, c'est-à-dire la création devient recréation. Et comme un renouvellement. Moi j'entends un peu la notion de reperfectionnement de l'univers constamment, un renouvellement. Est-ce que oui, mais par exemple, c'est comme on a tous vu ces images avec tu fais des fréquences sonores et puis ça agence des particules qui deviennent des formes géométriques et qui ressemblent à certains pelages d'animaux comme le jaguar, la tortue, la carapace. Voilà. On en parlait dans la causerie avec France il y a 2 jours. Voilà, c'est ça. Donc ces formes géométriques qui s'ordonnent et qui se passent du chaos alors. Et on voit que, en effet, si avec un son tu recrées le pelage d'un léopard, c'est qu'il y a bien une information qui encode avec une certaine fréquence une pattern. Et donc il y a bien, quelque part, quelque chose d'ordonné. Mais entre l'ordre et le pas-ordre, t'as le chaos. C'est comme l'évolution. Est-ce que l'évolution est linéaire ou est-ce qu'elle fait des sauts quantiques entre du chaos, enfin entre de l'ordre, du chaos et de l'ordre? Mais là, ça devient... Oula, oui. On commence à aller sur des sujets. C'est un peu tard, enfin c'est un peu tard dans le sens où c'est tard dans la vidéo et que là, ça devient assez pointu. Ça commence à être intense, ouais. Je te propose qu'à la limite, peut-être on refait une autre causerie à un autre moment pour creuser ces autres sujets, là où c'était très intense, très riche, c'était absolument un moment magnifique. Est-ce qu'il y a un dernier mot de la fin? J'avais tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un autre mot de la fin que tu aimerais partager avant qu'on clôture cette causerie? Et bien justement, parler de l'événement qu'on va créer ensemble. Ah oui, enfin que toi tu crées, moi je suis co-intervenant. En co-crée. Pour moi c'est de la co-création toujours. Et voilà, dire qu'on se réunit à 8, le 30 septembre et le 1er octobre, vers Saint-Jean-de-Fos, qui est au nord de Montpellier. Et justement, on va aborder ces questions de multidimensionnalité avec 8 points de vue radicalement différents, qui vont nous permettre justement de grandir dans cette approche. Et donc, on aura Sandrine Muller comme invitée, Perle, qui est sa chaîne Perle Voyance, Domi-Claire Germain, toi, Nicolaya, Véronique Rosy, Nathalie Théo et moi-même. Voilà. Et donc il y a cette idée qu'on va aborder finalement. Ces questions-là, d'un point de vue très concret, parce que pour moi, c'est essentiel dans l'humain et dans l'appréhension de sortir du personnage pour aller vers la récupération de sa responsabilité en tant qu'être divin total. Et vraiment, c'est l'enjeu pour moi de ces rencontres, qui sont en fait finalement un retour à soi et pas une perte dans l'identification à ces archétypes ou à ces différentes facettes, mais plutôt accepter le jeu pour pouvoir s'en servir en tant qu'outil pour appréhender le monde
de manière, on va dire, radicalement différente et en reprenant les commandes en tant que maître du jeu. Et donc c'est un petit peu ça que je voulais dire, sauf si tu veux. Ben non, moi j'ai juste envie de te remercier pour justement ce moment ensemble, pour toute cette richesse aussi que tu nous apportes. Ouais. Et bien voilà, merci à vous. N'hésitez pas à en dire en commentaire si vous avez des questions, si aussi vous avez un point de vue différent ou autre ou complémentaire. Et bien on vous dit à une prochaine alors. Ouais. Et les amis, que la lumière soit avec vous. Voilà. À très bientôt. À très bientôt.